Alors, après, je les réoriente vers les aides du droit commun, vers les associations spécialisées. Donc, elles repartent avec des choses, mais elles ne reviennent pas forcément en commissariat de police. Après, j'observe aussi celles qui ont besoin, en fait, de se préparer à un éventuel dépôt de plainte. C'est-à-dire qu'au départ, quand je les rencontre, elles se montent avec un discours très confus. Elles sont dans le brouillard, elles ont peur. Et du coup, moi-même, en tant que travailleur social, je peux ne pas entendre les violences, notamment psychologiques, le harcèlement, le contrôle coercitif. C'est très difficile à mettre des mots dessus. Et quand je les rencontre à cette étape-là, je sais qu'un dépôt de plainte risque d'être très compliqué, puisque un policier ou un gendarme, il a besoin de faits, de caractériser. Donc dans ces cas-là, moi, je leur conseille de se préparer, soit en rencontrant différents services et associations. Et il y a un outil qui n'est pas encore très très connu, qui s'appelle Mémo de vie. Donc c'est une plateforme numérique. Il suffit d'écrire sur Google mémodevie.org. Vous arrivez sur une page, vous pouvez créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe. Et cette plateforme numérique, elle comprend un coffre-fort où là, vous pouvez y mettre tous vos documents sécurisés. Par exemple, les documents administratifs, parce qu'on sait qu'ils sont souvent pris. Le livret de famille, pour empêcher la séparation ou les démarches de séparation. La victime peut aussi également mettre des photos, des captures d'écran, des SMS, des captures d'écran du nombre d'appels passés par le conjoint, par exemple, ou l'ex-conjoint. Voilà. Donc, noter aussi son quotidien, et ce qu'elle subit. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a ce coffre-fort, et la partie là, qui je trouve très intéressante, c'est le journal. Où là, moi, je les invite à noter tous les événements, même celles qui leur paraissent le plus anodin, mais qui génèrent chez elles soit une perte de confiance, de la peur, de noter, parce que c'est daté dans le temps. Et aussi de noter quand elles ont un flash de souvenirs anciens d'un événement qui pourrait relever de violence, de pouvoir toujours les noter. Donc il y a ce journal avec des mots-clés pour les aider à identifier le type de violence, parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Hein. Ça peut être chantage affectif, harcèlement en ligne, séquestration. Enfin, il y a vraiment différentes formes de violence. Et elles ont aussi des mots-clés pour les aider à nommer les conséquences aussi sur elles. Si c'est une perte de confiance, si c'est de la peur d'être seule avec leur conjoint, si c'est la peur de mourir, par exemple. Voilà. Et peur de sortir aussi, parce qu'il y a tellement de pression qu'elle ne peut plus sortir. Hein. Voilà. Elle s'enferme. Oui, ça aussi. Et cet outil, imaginons à un moment donné, elle souhaite déposer plainte. Il suffit d'appuyer sur l'onglet extraction de son journal et il va s'imprimer un peu sous le format d'une plainte. C'est-à-dire il y aura le titre, la date et les 2-3 lignes qu'elle aura mises sur l'événement, comme un fait. Et du coup, ça peut vraiment aider les personnes à préparer un dépôt de plainte, parce que l'idée, c'est que ça se passe au mieux, parce qu'on sait que ce n'est pas une démarche facile. Et ça peut les aider aussi, surtout, à prendre du recul sur leur vécu, et des fois même à prendre conscience qu'elles sont dans... Le fait d'écrire et de regarder, voilà, c'est ça. Il m'avait fait ça, il m'avait fait ça. Que ça se répète sur des choses très insidieuses, mais voilà. Et ce que j'ai pas dit, donc cet outil, il a été créé en 2020 par la Fédération France Victimes en partenariat avec le ministère de la Justice. Et du coup, ça peut aussi être une manière... Alors, j'ai beaucoup de personnes que je rencontre qui veulent faire une main courante, encore, pour laisser une trace, au cas où. Donc, moi, je leur explique qu'elles peuvent faire une main courante, mais si elles déclarent une infraction pénale, la main courante sera de toute façon transmise au procureur, qui est à même de diligenter une enquête avec ou sans son accord. Donc, dans ce cadre-là, beaucoup ne souhaitent pas qu'il y ait d'enquête, pour le moment en tout cas. Et Mémo de vie peut permettre de laisser une trace, puisque en 2024, il y a eu, suite à un suicide d'une femme en Normandie, le tribunal d'Évreux a consulté le compte Mémo de vie de cette femme, et où elle avait notifié, je crois,
de nombreuses années de violences conjugales qu'elle avait subies qui pourrait expliquer son passage à l'acte. France Victime est destinataire du nom de chaque personne qui crée le... Non, c'est confidentiel. Ah non. Comment vous avez fait pour ressortir? Alors, c'est pas France Victime qui a eu accès, c'est la justice. Non, mais donc, oui. Ils ont pu savoir que ce mémo de vie avait été... Oui, je pense qu'elle avait dû le dire à quelqu'un qu'elle avait un compte mémo de vie. Et comme c'est agréé par le ministère de la Justice, dans le cadre d'une instruction, ils ont pu aller consulter son compte. Et ça a changé la donne? Ça a aidé en tout cas. D'accord. Voilà. Merci. Madame Casas-Villa, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler, vos travaux de recherche sur ce système d'emprise, c'est là-dessus que vous étudiez, vous planchez tous les jours. C'est quelque chose, l'emprise, c'est une notion sociologique au départ. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment on travaille dessus depuis des années en sociologie et comment peut-être aujourd'hui on peut le transposer? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, effectivement, je vais parler depuis ma position à l'université en tant que sociologue. Et, donc, plutôt, effectivement, l'emprise, c'est un concept plutôt propre à la psychiatrie et chez Marie-France Irigoyen qui l'a forgé. Mais il me semble que cette table, c'était plutôt sur les contrôles coercitifs. Donc voilà, qu'on peut le considérer comme un concept voyageur, puisqu'il est forgé par un sociologue américain, Ivan Stark, qui a écrit là-dessus donc un livre en 2007 qui s'intitule, si on le traduit en français, parce qu'il n'est pas traduit en français encore, Contrôle coercitif, comment les hommes piègent les femmes dans la vie quotidienne. Mais il avait déjà publié dans les années 90 un article sur plutôt la représentation des violences et comment passer de cette idée de femmes battues vers cette notion de contrôle coercitif qui va mettre plus l'accent sur les stratégies des hommes violents que sur les femmes et qui va avoir la vertu ou l'avantage de aussi s'intéresser fortement aux multiples manifestations insidieuses de violences conjugales. Donc, Ivan Stark va développer cette théorie qui, j'aimerais le dire aussi curieusement, c'est une théorie voyageuse, mais qui part des États-Unis, qui va vers le Canada, vers la Belgique, vers la France, dans plein de pays. C'est aussi un concept issu dans les sciences sociales qui, dans certains pays, va trouver écho dans une traduction juridique ou judiciaire, mais qui n'arrive pas tellement dans les pays hispanophones. C'est-à-dire que, par exemple, en Espagne, on ne l'utilise pas. Donc, je trouve ça très curieux, parce que je trouve que c'est un concept intéressant, mais peut-être, vous savez, comme ça a été mentionné en Espagne ou en Catalogne, on a d'autres concepts comme les violences machistes, les violences de genre, qui pointent vraiment aussi le caractère genré lié au rapport de domination entre les hommes et les femmes et qui peut-être font que cette compréhension de la violence, non seulement dans ses aspects plus brutaux, la violence physique, et c'est ça l'intérêt du contrôle coercitif, c'est de faire comprendre que les hommes violents vont utiliser des stratégies à la fois explicitement violentes, donc la coercition, l'usage de la force, de la menace, pour obtenir ce qu'ils souhaitent, mais qui vont utiliser aussi des stratégies pas forcément explicitement violentes, mais terrorisantes pour les victimes au quotidien, donc la privation des droits et des ressources et ce qu'il appelle des micro-régulations de la vie quotidienne, qui ne sont pas forcément de manière isolée considérées comme des infractions pénales, mais qui ont, dans leur effet cumulatif, elles vont créer un processus et un système d'enfermement et de pièges des femmes victimes. Il utilise l'analogie de la cage et il dit voilà, ces stratégies, c'est la construction des barreaux de cette cage dans laquelle l'homme enferme les femmes et que les agresseuses qui, de manière méticuleuse, construisent cette cage n'ont pas forcément besoin d'utiliser la violence physique. Et ça, c'est important
Et il nous dit aussi qu'on a fait fausse route en tant que société quand on essaie de comprendre les violences seulement comme des incidents et non pas comme un processus et comme un système. Et c'est important de comprendre ces effets cumulatifs. Et c'est important aussi de comprendre que c'est un phénomène genré, même si le contrôle coercitif peut exister dans les couples de même sexe. Et que ce contrôle coercitif ne cesse pas avec la séparation, évidemment. Je pense que c'est important aussi de comprendre tous les mécanismes post-séparation. Et il y a d'autres chercheuses qui ont spécifiquement ciblé la manière dont ce contrôle coercitif s'exerce à travers aussi la relation mère-enfant. Voilà. Merci. Monsieur le procureur, bonsoir. Le contrôle coercitif, ça arrive de plus en plus. Ça fait longtemps que ça existe, mais dans le droit, vous l'utilisez. C'est un terme que vous utilisez aujourd'hui. Et est-ce que ça se traduit dans une réalité juridique devant un tribunal? Alors, j'ai beaucoup de chance, mesdames, messieurs. D'abord parce que je ne vous vois pas tellement, c'est aveuglant, mais c'est le côté qui me permet de dire, je ne sais pas comment vous réagissez à ces notions que nous venons d'évoquer. Mais j'ai beaucoup de chance parce que Mme Casas-Villa a dit ce que je devais vous dire. Ça va libérer ma parole, et comme j'ai l'habitude d'avoir une parole libre, ça me va très bien. Je vais vous dire d'abord que quand on parle des violences conjugales, on pense au coups et on ne pense pas justement à des notions plus diffuses et qui émergent dans notre compréhension de ce phénomène de société, que sont, par exemple, il y a quelques années, l'emprise. Une dizaine d'années, on s'est mis à parler d'emprise pour comprendre pourquoi des femmes ne déposaient pas plainte, parce que justement, une partie d'entre elles vivaient sous emprise, étaient incapables de se libérer de cette emprise. Et puis, depuis quelque temps, comme l'a exposé Mme Casas-Villa, on commence à intégrer d'autres notions qui irriguent, non pas encore vraiment le droit, mais qui irriguent les pratiques professionnelles. Et cette notion qui commence à émerger et à être mise en avant, c'est la notion de contrôle coercitif. Alors, on est un peu loin quand même de l'image populaire d'une femme battue, puisqu'en réalité, le coup n'est pas premier. Ce qui est premier, c'est la dimension de soumission, d'appropriation et de maîtrise de la femme par l'homme. Ça pourrait être dans le sens inverse, mais on sait bien ici que c'est 99,99 fois la femme qui est victime de ces violences conjugales, bien sûr. Peut-être rajouter à ce que vous a exposé notre experte, dire qu'au départ, pour comprendre d'où ça vient ce terme, c'était un terme qui était utilisé pour comprendre pourquoi dans les camps de prisonniers, pourquoi dans les prises d'otages, pourquoi dans les sociétés totalitaires, il y avait une soumission à l'ordre. Et le chercheur qu'a évoqué Mme Casas-Villa a transposé tous les éléments de la soumission au fonctionnement conjugal chez les conjoints dominateurs, soumettants et parfois et souvent violents. Donc ce mode de fonctionnement qui consiste en réalité à surveiller tout, à contrôler tout, à invalider des choix, à mettre en difficulté l'épouse, la conjointe, à jouer aussi des enfants, c'est très important, ce qui a été dit sur la place des enfants, parce que l'enfant, dans ce cadre-là, il est l'instrument du papa et il est pris dans une sorte de double lien, de loyauté envers ses deux parents. Il a aussi peur que s'il fait mal, maman risque d'en subir les conséquences. Bref, c'est un fonctionnement très pervers des cellules familiales où l'enfant n'est pas du tout exempt de ce contrôle coercitif. Nous, sur le plan judiciaire, c'est très différent de l'emprise. Parce que l'emprise, c'est ce que ressent, on s'intéresse à ce que ressent la femme victime. On essaie de retenir, de découvrir chez elle les conséquences de sa vie conjugale et les conséquences de la violence principalement, mais aussi du dénigrement, des insultes, etc. etc. Ce n'est pas facile, judiciairement, de prouver cette emprise, parce qu'il y a une dimension psychologique du ressenti qui est très importante. C'est beaucoup plus facile de s'intéresser au contrôle coercitif, qui, lui, se traduit par des actes matériels. Est-ce qu'il surveille votre compte en banque? Je me mets à la place d'un policier, d'un interrogatoire, d'une victime, d'une femme qui vient déposer plainte. Est-ce que vous pouvez choisir vos vêtements?
Ou est-ce que parfois on vous fait des remarques sur les vêtements? Est-ce qu'il vous reproche des choses sur vos choix de relations, etc., etc. Et ça, c'est des éléments très objectifs qui peuvent donc ensuite servir, non pas à qualifier une infraction. Le contrôle coercitif n'est pas prévu par la loi comme étant un délit, mais pour éclairer le fonctionnement pathologique d'un couple entre un homme qui a on parle de stratégie. Je vais y venir tout de suite, je ne suis pas sûr que ce soit véritablement une stratégie, mais en tout cas qui a une attitude globale de contrôle, de soumission et donc absolument pas d'égalité dans le couple. Alors de façon très concrète, est-ce que c'est une stratégie? Une stratégie, ça voudrait dire que le conjoint qui exerce un contrôle coercitif, il s'organise intellectuellement pour dire je vais faire ci, je vais faire ça, pour la garder sous la main. Et on sait bien que la possession, c'est la possession et donc la dépossession, la jalousie, c'est la première cause du passage à l'acte criminel pour les féminicides. Donc, est-ce qu'il s'organise? Est-ce qu'il a une stratégie? J'ai tendance à penser que ce n'est pas forcément aussi volontaire que cela, c'est plutôt inné. C'est-à-dire qu'en réalité, je ne suis pas un spécialiste, Mme Casas-Villar est plus que moi, j'ai le sentiment que parce que justement on n'est pas élevé à l'égalité, parce que justement en termes d'éducation on n'est pas dans le respect de l'autre et qu'on reproduit bien souvent des schémas qu'on a soi-même déjà vécus, on est dans la domination et peut-être que le mari qui exerce un contrôle coercitif ne se rend pas compte lui-même qu'il l'exerce. Mais la réalité, c'est que la situation qu'il fait vivre à sa conjointe lui va très bien parce qu'elle est dominée, parce qu'elle est obéissante, parce qu'elle elle n'est pas autonome, parce qu'elle n'est pas égale de lui. Mais il met quand même en place des stratégies. Alors, je ne sais pas si c'est véritablement des stratégies réfléchies, pour certains certainement, mais je me pose la question, est-ce que ce n'est pas plutôt un état d'esprit, une façon de faire? Une stratégie, ça voudrait dire qu'on pousse l'autre à cela. Et je ne suis pas si sûr que ça soit aussi calculé, je dirais, pour être très concret que cela. Ce que je voudrais finir pour vous dire, puisque le temps nous est compté, c'est que ce contrôle coercitif, il n'est pas compris par la femme, parce qu'il touche des droits qui ne sont pas protégés par la loi. La loi ne dit pas que tu as le droit de t'habiller comme tu veux. Donc quand on lui dit mais mets pas cette jupe, mets plutôt le pantalon, on ne se rend pas compte que c'est un droit humain qui n'est pas respecté. La loi ne dit pas tu as le droit de gérer ton compte bancaire comme tu veux. Donc quand on lui dit mais pourquoi tu as fait cette dépense, tu ne trouves pas que c'était un peu cher, etc., etc., la personne ne se rend pas compte qu'elle est soumise forcément à une question qui est de l'ordre du contrôle. Et c'est lorsqu'on est entendu par un policier ou un gendarme, et c'est pour ça que la formation des officiers de police judiciaire est très importante aux nouvelles manières d'appréhender ces situations de violence conjugale, qu'à force de poser des questions sur les différents domaines dans lesquels le contrôle coercitif peut jouer, que madame va pouvoir prendre conscience réellement de sa situation, parce qu'on met bout à bout des éléments qui démontrent qu'en réalité, elle subit un contrôle coercitif et de ce fait, elle se trouve sous l'emprise de son compagnon. Donc, pour finir, 3 mots, le contrôle coercitif, il n'est pas passé dans la loi. Peut-être il passera dans la loi sur le harcèlement moral au sein du couple. Il y a une loi qui a été votée sur ce plan-là par l'Assemblée nationale et le Sénat. Elle n'est pas encore définitivement votée. C'était le 3 avril 2025. Il y a des législations européennes qui l'ont incriminé, en Écosse, en Irlande, en Belgique, à ma connaissance. Il y a eu des arrêts, madame, vous en avez parlé, des arrêts de la Cour d'appel de Poitiers qui ont retenu le contrôle coercitif, mais comme éclairant une situation de violence conjugale, pas comme infraction en tant que telle. Mais ce qui est sûr, c'est que ça nous permet d'éclairer sur les situations, ça nous permet surtout d'avoir un signal d'alarme lorsque justement ce contrôle coercitif va très loin, de dangerosité pour la victime, et donc d'intervenir avec un niveau de réponse qui soit peut-être supérieur à la simple violence subie. Et puis c'est une nécessité aussi de prendre cette notion en compte, parce que derrière cette notion, il y a l'éducation au droit et à l'égalité, et ces droits, on les oublie parfois dans le couple, et il faut les rappeler leur existence, parce qu'elle est niée en réalité par ses conjoints qui exercent ce mode de fonctionnement. Alors comme aujourd'hui, vous l'avez rappelé, Madame Marchand-Bellay, c'est une journée dédiée où tout le monde fait feu de 1000 feux, comme vous l'avez dit, et parfois on oublie. Je pense que les acteurs de terrain ne l'oublient pas, et puis qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'oublient pas.
On a 2 collègues qui ont remis, je fais un petit délit d'initié, un rapport au ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Darmanin, aujourd'hui. Alors j'en ai un petit exemplaire par anticipation. Ils l'ont intitulé « À vif ». Et vous avez compris le jeu de mots. Madame Gwenella Jolicose, première présidente à Papette, et Éric Corbeau, qui est procureur général pas loin d'ici, à Bordeaux. Et dans ce document, qui ne coûte pas cher à mettre en œuvre, il nous pousse à réfléchir à la façon dont on appréhende justement ces situations de violence conjugale, au-delà des traces physiques, mais dans les fonctionnements de ces couples, pour essayer de donner toutes leurs dimensions aux situations qui sont vécues par ces femmes victimes. J'étais un peu long, je vous prie de m'excuser. Merci. Je voudrais donner la parole à M. Frémulot, si vous voulez bien la prendre, pour savoir si, depuis 2012 et ce procès retentissant, les choses ont quand même évolué sur cette notion, cette prise en compte de cette notion de contrôle coercitif. Bien, écoutez, moi je reprends une expression tout à l'heure de M. Vincini, qui disait qu'aujourd'hui il faut trouver les bons mots. Et Mme Marchand-Bailey les a trouvés, les bons mots, tout à l'heure, parce que lorsqu'elle en a parlé de ces violences, elle a trouvé les mots justes. Contrôle coercitif, c'est une appellation qui me révulse d'une certaine manière, parce qu'il cache une réalité. C'est une formule qui est sèche, qui est désincarnée, et qui, d'une certaine manière, nous amène parfois un peu loin de la réalité. Il y a 36 000 sortes de contrôle coercitif, pour reprendre cette expression. Il y a celui qui est rampant, qui est clandestin, dont la victime ne se rend pas compte, qu'elle serait incapable même de qualifier, ce qui est un mode de vie, ce qui devient chez elle une habitude. Et puis, il y a celui qui est franc, net, clair, précis, brutal. Et alors là, on tombe sur des femmes qui subissent. C'est la soumission totale. Je vous donne une petite anecdote, parce qu'elle m'a beaucoup marqué, et je crois que ça traduit bien ce que c'est véritablement, en fait, de vivre comme ça. J'avais été pressenti par une présidente d'association dans une cité du Nord. C'est une jeune femme qui était algérienne, et qui m'a proposé en fait de venir faire un jour une petite intervention sur place dans la cité. Lorsque je suis arrivé là, devant le gymnase, parce que ça se passait dans le gymnase, il y avait toute une série d'hommes qui étaient présents, et j'ai pensé qu'ils m'empêcheraient de rentrer. À l'intérieur, rien que des femmes voilées. Alors il y avait des femmes, du Maghreb, d'autres effectivement d'Afrique noire. C'était très difficile d'avoir un message avec elles. Jusqu'au moment où il y en a une qui s'est levée, elle avait le visage complètement déformé par des fractures qui étaient mal reconsolidées, et qui m'a dit, moi monsieur, elle me dit, je ne sais pas ce que c'est, mais voilà ce que c'est que ma vie. J'habite au 7e étage de la tour, mon mari tous les matins me dit, va faire les courses, alors je dois aller à la petite supérette, un peu plus loin, pour chercher de la bière notamment. Alors il a calculé qu'il me faut 5 à 6 minutes, parfois pour descendre, parce qu'il n'y a pas d'électricité dans la cage d'escalier, l'ascenseur ne fonctionne pas. 3 minutes ou 4 pour arriver à la petite supérette, 5 minutes pour faire les courses, et même chose pour rentrer, on additionne les minutes, donc elle avait en tout une vingtaine de minutes pour rentrer. Ça, c'est le contrôle coercitif. C'est quelque chose qu'elle avait admis, quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Et quand on a discuté de tout cela, parce que j'ai essayé de lui faire comprendre des choses, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il m'a regardé, il m'a dit, monsieur, il m'a dit, est-ce que vous pourriez faire réparer l'ascenseur? Terrible. On vous remercie pour ce terrible exemple. Merci à tous les trois d'être venus parler de cette question. On va passer à la table ronde suivante. Pour cette table ronde sur le thème de protéger et accompagner les victimes des dispositifs institutionnels associatifs, j'appelle à nous rejoindre le docteur Marion Vergniaud, donc responsable de la Maison des Femmes Santé Toulouse-Ouest Occitanie, Catherine Schell de France Victimes, Joël Rex de l'AVAC, l'association Vivre Autrement Ces Conflits, Léanique Bouissou de la PIAF et Doriane Gros de Femmes de Papier.
Je vous en prie, installez-vous, mesdames. Donc, nous allons aborder à présent le cœur de la réponse opérationnelle, entre guillemets, donc protéger et accompagner. Une fois que la parole est libérée, ou pas, mais en tout cas que quelque chose s'est passé, une fois que la violence est identifiée, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est là que commence véritablement le parcours de la combattante pour la victime. Alors que souvent elle se trouve dans une situation difficile et dans l'urgence aussi. Ce parcours, elle ne peut pas se faire seule. Il faut savoir comment se construit le filet de sécurité autour d'elle, car protéger n'est pas un acte isolé. C'est une chaîne ininterrompue qui doit relier le monde institutionnel et associatif. Il y a aussi la police, la gendarmerie, la justice, l'hôpital, on en a parlé, qui interviennent dans l'urgence et le cadre légal. Il y a aussi des outils locaux comme l'observatoire dont on a parlé, qui s'est mis en place, ou encore effectivement ce mode de garde mobile unique qui vient d'être lancé. Et il y a un maillon essentiel, celui du monde associatif, avec des acteurs de terrain qui assurent l'hébergement, le soutien psychologique et la reconstruction sur le temps long. Ici en Haute-Garonne, on a la chance d'avoir un terreau particulièrement dense et actif avec des dispositifs innovants et un maillage associatif historique fort. Comment faire en sorte qu'aucune femme ne passe à travers les mailles du filet? C'est pas très joli comme expression, mais en tout cas qu'on puisse la prendre en charge. Pour en parler, donc, je vais m'adresser à vous. Je me tourne vers Madame Marion Vergniaud, qui va nous parler. Donc, vous êtes la responsable de la Maison des femmes dont on a déjà parlé, qui est ouverte depuis un peu moins d'1 an. Vous avez accueilli 400 femmes. Comment cette maison s'insère-t-elle dans le dispositif existant et comment vous travaillez au quotidien? Alors bonjour à tous. Bonjour. On a beaucoup parlé de la Maison des femmes et donc je vais présenter un peu ce qu'on y fait. Donc nous, on est un service du CHU de Toulouse où on accompagne des femmes victimes de violences. Alors soit des femmes qui sont encore victimes de violences, soit des femmes qui ont été victimes de violences et cette situation de violence qui est à l'origine de répercussions à la fois sur le plan sanitaire, donc psychologique essentiellement, mais également sur le plan social, familial, professionnel. Et donc nous sommes un service qui est ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi, on ne fait pas d'hébergement sur place. Et donc nous recevons des femmes soit spontanément, il y a à peu près un peu moins de 20% des femmes qu'on accueille qui viennent spontanément. Les autres sont adressées par des partenaires, soit du CHU, soit des partenaires extra-hospitaliers. Et puis nous, on leur propose donc une évaluation médicale initiale par médecin ou sage-femme. Et à partir de cette évaluation, on prend le temps, c'est un temps d'échange pendant 1 heure. On évalue avec elle les besoins, parce que l'idée c'est de faire émerger, de la laisser s'exprimer sur les besoins qu'elle a. Et on lui propose un parcours de prise en charge qui est essentiellement axé sur le volet sanitaire. On est une structure de soins essentiellement, mais on propose également un accompagnement social et puis une aide à l'accompagnement dans le parcours judiciaire, puisqu'on a la présence donc de juristes de France Victimes, du CIDFF, et depuis environ 1 mois, la présence d'avocats qui font une permanence tous les mercredis. Voilà, sur le plan sanitaire, on propose un accompagnement par nos psychologues, notre infirmière, on a également des sages-femmes, des médecins, moi je suis médecin légiste, et puis on a également une assistante sociale à temps plein et on propose également des ateliers psychocorporels qui ont vraiment des vertus sur le volet santé mentale, avec de la sophrologie, de la socio-esthétique, de l'art-thérapie et du karaté. Et après, comment on s'intègre, désolée, je vous en prie. Comment on s'intègre dans le réseau partenarial. Alors déjà, on avait, au moment du projet, pu rassembler à plusieurs reprises nos partenaires autour de ce projet pour essayer de le construire ensemble, en tout cas partager nos réflexions sur ce projet avec les partenaires déjà identifiés. Et puis on a un certain nombre de femmes qui sont déjà accompagnées par les partenaires du réseau associatif, du réseau social, du réseau sanitaire. Et nous, en fait, au moment de nos évaluations initiales, on essaie on voit avec la femme qui est déjà positionnée entre guillemets dans l'accompagnement de ces femmes, et du coup, dans la mesure du possible, on essaie de faire un lien avec ses partenaires, histoire de pas
proposer des choses qui sont déjà faites par ailleurs et vraiment de se coordonner, de compléter la prise en charge et de ne pas faire, voilà, de pas doubler notamment des sur l'offre de soins où vous avez notamment des ressources. Sur l'offre de soins, mais notamment aussi sur l'accompagnement social, parce qu'en fait, on est une structure qui est essentiellement destinée aux femmes qui sont vulnérables et ou précaires, celles pour lesquelles ce serait compliqué de mener un parcours de prise en charge en s'appuyant sur les différents professionnels du territoire, enfin d'aller aux différents rendez-vous à droite à gauche. Et donc souvent ces femmes-là, elles ont déjà des travailleurs sociaux identifiés, et donc on travaille de concert avec eux, notamment sur l'accompagnement social. D'accord, et vous avez des profils diversifiés, parce que vous disiez, il y a des gens qui viennent, voilà, un pourcentage qui n'est pas... On parle beaucoup, là, aujourd'hui, de violence au sein du couple, et effectivement, on a, je crois, c'était environ 80% des 400 femmes qu'on a accueillies qui ont été ou qui sont victimes de violences au sein du couple. Après, celles qui nous consultent pour une situation de violence au sein du couple encore actuel, ça représente entre guillemets que 50% des femmes qu'on accueille. Les autres femmes, soit des violences passées, soit des violences, par exemple, qui leur ont fait quitter leur pays, puisqu'on a un pourcentage d'une population qui sont entre guillemets issus d'un parcours migratoire et qui ont fui souvent une situation de violence dans le pays, qui ont aussi à nouveau vécu des violences dans leur parcours et qui ont d'autres problématiques qui sont propres à leur situation, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'une femme qui serait victime de violences conjugales avec une situation administrative stable, mais avec des violences actuelles dans le foyer. On accueille aussi des jeunes femmes qui, pour le coup, peuvent avoir été victimes de violences sexuelles sur un fait unique dans l'espace public, par exemple, ou encore des femmes qui ont été victimes de violences toute leur vie et pour lesquelles les répercussions, notamment sur le volet psychologique, sont très importantes. Enfin, voilà, on a vraiment des profils très diversifiés. Et le fait qu'on ait cette évaluation médicale initiale sur un temps assez prolongé, ça nous permet vraiment de pouvoir adapter nos parcours en fonction des besoins, de proposer des parcours personnalisés, en fait. Merci. Madame Schell, vous intervenez aussi auprès des victimes, donc comme toutes les associations qui sont là présentes. Vous avez aussi un rôle d'évaluation, évaluation des besoins des victimes, notamment. Qu'est-ce qu'il en est, à quoi ça sert, et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous intervenez? Alors, donc, je suis juriste à France Victimes 31. Vous avez vu tout à l'heure ma collègue Evelyne, qui est travailleure sociale, et nous avons aussi des psychologues. Hein. Donc, au quotidien, c'est l'accompagnement des victimes par tous ces corps de métier. Alors oui, nous avons des fonctions spécifiques à France Victimes 31. Nous avons des conventions avec le parquet, les services de Monsieur le procureur de la République. Et entre autres, nous sommes saisis pour faire ce qui s'appelle des EVVI. Alors, c'est en anglais, en français, ça veut dire c'est des évaluations très précises des victimes, de cas de chaque victime. Un chiffre quand même, je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Allez-y. Merci. En 2024, nous avons eu 249 EVVI demandés par les magistrats, à la fois par le parquet et maintenant et de plus en plus aussi par les JAP, par les juges d'application des peines. 211 parquets et 38 par les JAP. Nous en avons pu réaliser 155 et nous avons fait 33 EVVI, ce qu'on appelle d'initiative. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit une victime et qu'on trouve qu'il y a danger dans sa situation, on peut prendre l'initiative de faire cette évaluation. Donc, nous avons réalisé en 2024, alors je dis nous, tout France Victimes, on est d'accord, 188 EVVI. Dans ces EVVI, il nous est possible de préconiser l'attribution du fameux téléphone grave danger, le TGD. Donc c'est un téléphone qui peut être donné à certaines victimes en grand danger. Un téléphone, c'est un téléphone comme un téléphone normal,
sur lequel il y a une touche spécifique qu'il suffit d'appuyer pour être directement en relation avec une plateforme qui va appeler les secours. Il y a une rapidité d'intervention des secours et c'est une grande protection pour les victimes qui se sentent rassurées. Les TGD sont attribués pour une durée de 6 mois qui peut être renouvelée, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour les personnes. Elles se sentent protégées. C'est vraiment un outil très intéressant parce qu'elles l'ont toujours à la poche. On leur demande de l'avoir constamment sur elles. Et de pouvoir appuyer sur juste un bouton qu'on peut avoir dans le sac discrètement, et on a immédiatement l'intervention des forces de l'ordre. Bien sûr, le téléphone de grave danger est géolocalisé. Hein. Donc, un petit chiffre encore. J'ai pris des notes parce que les chiffres. Alors, en 2024, 90 personnes ont bénéficié d'un TGD. Et nous avons un suivi après. Hein. Lorsque nos victimes bénéficient d'un TGD, on a un suivi, on les appelle très, très régulièrement pour s'assurer que tout va bien, etc. Est-ce que vous avez le retour quand il sert? Bien sûr. Ouais. Il y a eu des déclenchements, mais pas tant que ça. Alors, il y a un système, systématiquement, la plateforme appelle régulièrement les personnes qui ont les TGD pour voir si tout va bien, que ça marche, que ça continue. Est-ce que c'est une forme de protection, ce TGD, ou pas? Est-ce que le fait que le conjoint violent soit au courant? Mais il n'est pas au courant. Ah, il n'est pas au courant? Ah, non, non, non. Bien sûr que non. Il ne le sait pas, c'est pour ça. Ça pourrait le freiner. Lui, c'est rien. C'est vraiment pour la victime. Et la victime, oui, bien sûr. Et elle se le met, je vous dis, à la poche, mais discret. On n'est pas obligé de sortir. Attention, je vais appuyer sur la touche. On l'appuie dans la poche. On peut tout à fait le faire discrètement. Non, pour les victimes, c'est vraiment rassurant. Très, très rassurant. Très, vraiment. C'est un des outils. Il y a un autre outil aussi, une technologie. Alors, il y a un autre outil qui se rapproche du TGD, c'est le BAR, le bracelet anti-rapprochement. Donc, qui est quelque chose qui va être mis sur l'auteur, pour le coup, ouais, avec un déclenchement, une zone à ne pas franchir, pour ne pas se rapprocher de la victime. Le bracelet, il y a une pré-zone, et puis après une zone où là, ça déclenche tout parce qu'il est vraiment trop près. Et ça se déclenchera, là, c'est pas vous qui êtes... non, c'est pas moi, c'est pas moi. Pardon? Vous avez aussi écho des déclenchements au niveau des bars? Non, alors après, ça se passe interpolice, mais oui, bien sûr, on peut le savoir. Alors, il y a beaucoup moins de bars de données par rapport au nombre de TGD, puisque en 2024, il y avait 6 bars en cours. Il y a beaucoup moins que de TGD. Et puis je voulais aussi vous dire le protocole VV31. Alors VV31, c'est un protocole qu'à Toulouse, nous avions mis en place depuis 2019, donc en lien avec le parquet toujours et les établissements pénitentiaires. C'est un protocole qui maintenant est dans la loi, depuis une loi de décembre 2021, donc qui a été étendue partout, à tout le territoire, mais nous l'avions fait depuis 2019 à Toulouse. Donc c'est un protocole par lequel nous sommes informés des sortants de détention, uniquement pour les victimes de violences conjugales, on est bien d'accord, hein? Donc, les sortants de détention, et notre rôle est d'informer la victime. Pour pouvoir la préparer psychologiquement. Voilà, pour dire, voilà, attention, il va sortir de détention. Le petit chiffre, je vais vous le dire aussi. En 2024, nous avons eu 267 situations de sortants de détention.
Dans le même protocole, VV31, il y a aussi pour l'aménagement de peine. Alors là, ce n'est pas nous qui prévenons les victimes, parce que c'est les CPIP qui suivent les auteurs qui préviennent les victimes. Et lorsque la victime le demande, on se met en contact avec pour informer, etc. En 2024, nous avons eu 43 situations de VV 31, aménagement de peine. D'accord. Je vous remercie, Madame Schell. Madame Rex, bonjour. Il y a le besoin des victimes, c'est effectivement de savoir quand l'auteur sort, mais c'est aussi d'être pris en charge, accompagné psychologiquement. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez collectivement ou individuellement avec chaque victime. Vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous faites au sein de la VAC au quotidien? Oui, donc je pense que beaucoup connaissent la VAC. C'est une association qui a 31 ans et qui depuis 31 ans s'occupe donc des victimes de violences conjugales, des victimes de viol, d'inceste et de pédophilie depuis le début, soit avec un protocole en individuel, soit il y a des propositions de groupes de parole entre victimes, alors des petits groupes de parole, vous imaginez bien, avec leur accord. L'équipe est composée de professionnels. Alors, il y a des psychologues cliniciens, hommes, femmes, des psychanalystes, des psychothérapeutes. Voilà. Ça, c'est pour dire l'équipe. Ensuite, sur les violences conjugales, peut-être ce qui peut nous différencier des autres, et c'est pour ça que c'est tout un maillage, toutes ces associations, c'est qu'on travaille souvent en prévention, avant le dépôt de plainte ou avant France Victime, avant peut-être la maison des femmes. Certaines femmes viennent nous voir parce qu'elles s'interrogent, mais c'est long. Donc on prend un peu le temps avec elles. Voilà, alors pas sous forme d'évaluation, pas sous forme de questionnaire, mais de suivre leur trajet, leurs interrogations sur ce qui se passe pour elles. Et un peu un chemin de vie. Alors là, c'est pas en virtuel, hein, c'est pas dans un coffre-fort, c'est très privé. Alors voilà, on intervient avant. Et puis après, souvent, on voit des femmes qui viennent quelques années après la séparation, et qui viennent nous confier en disant je crois que j'ai retrouvé le même compagnon. Je suis à nouveau avec un compagnon violent. Alors, on peut appeler ça des récidives, mais on peut appeler ça une répétition. Et là aussi, c'est tout un chemin de prise de conscience. Et qu'est-ce qui fait eh bien, qu'il y a comme ça des répétitions dans sa vie. Et puis quand on remonte le temps, on se rend compte que ça date d'il y a très très longtemps, bien avant les partenaires qu'elle a pu rencontrer. Voilà. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine et... Pour les aider à se reconstruire. Oui, en fait c'est de la prévention, de la réparation, et pour éviter des répétitions. D'accord. Et Annick Bouissou, bonjour. Vous travaillez à la PIAF, qui œuvre sur l'accompagnement et qui œuvre aussi, il y a un rôle aussi dans l'hébergement, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous prenez en charge et à quel moment vous prenez en charge les victimes de violences? Oui, alors je vais commencer par vous présenter l'association qui a été créée en 1981, qui est membre de la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui a créé et qui gère encore aujourd'hui la ligne d'écoute 3919 que beaucoup de monde connaît aujourd'hui, en tout cas on espère. Donc on est un lieu d'accueil, d'accompagnement et d'hébergement de femmes en difficulté. On accueille aussi les femmes avec leurs enfants. Et puis au fur et à mesure des années que les femmes venaient nous parler dans nos permanences d'accueil de leur situation, on a eu pour répondre à leurs besoins, à se spécialiser dans l'accompagnement des femmes victimes de violences conjugales, parce que c'est beaucoup de ça
dont elle venait nous parler dans les permanences. Donc aujourd'hui, on a des temps de permanence dans un accueil de jour où on reçoit 1100 femmes par an. En moyenne, ça correspond à 1200 enfants concernés par ces situations. C'est une fréquentation qui est en hausse depuis ces 15 dernières années. Ça veut dire que les femmes sûrement dénoncent davantage les violences qu'elles vivent. Nous sommes aussi donc un centre d'hébergement avec 58 places où on peut héberger les femmes quasi exclusivement victimes de violences conjugales, les femmes qu'on héberge aujourd'hui, avec leurs enfants bien sûr. Et puis on a co-créé avec l'association Olympe de Gouges la plateforme SIAO, qui est spécifique à la Haute-Garonne, qui est une plateforme qui permet de recueillir les demandes d'hébergement des femmes victimes de violences et de les prioriser sur les places d'hébergement des différents dispositifs. Voilà, pour d'urgence très importante, voilà. Charge d'urgence. Pour vous parler peut-être un petit peu plus de la question de l'accompagnement, ce qu'on propose aux femmes, c'est un accompagnement global qui va être bien sûr fonction de leurs demandes. Bien sûr, ça sera une écoute, un soutien psychologique et puis un accompagnement social, juridique, un accompagnement aussi par rapport au droit au séjour. On a évoqué que c'était des situations fréquentes qu'on rencontrait. Et puis un accompagnement à l'hébergement et au relogement. Les femmes vont s'adresser à notre association à différents moments de leur parcours. Alors certaines viennent s'interroger sur la relation qu'elles vivent. D'autres vont arriver avec leurs enfants, avec leurs valises et ne pourront pas retourner le soir même au domicile. Certaines, par exemple, viennent juste de déposer plainte et évidemment craignent pour leur sécurité. Donc c'est là aussi les questions d'hébergement qui vont devoir être enclenchées. Certaines auront pu se réfugier chez un membre de leur entourage, la famille, mais le conjoint violent les aura retrouvées et harcelées. Donc il va falloir là aussi mettre en place un hébergement en urgence le plus souvent. Et puis d'autres arrivent d'autres départements qu'elles ont eu à fuir pour fuir le conjoint violent. Donc là aussi, voilà, c'est un accompagnement qu'on va leur proposer. On voulait préciser aussi notre posture d'écoute et d'accompagnement qui va être très importante, qui va bien sûr être d'abord dans la posture, ça va être de croire ces femmes. Alors ça paraît aujourd'hui relever d'une évidence de croire les femmes victimes de violences, mais encore très souvent on est étonné à quel point les femmes nous disent que c'est la première fois qu'elles se sentent crues, qu'elles se sentent entendues. Pour vous citer par exemple le témoignage d'une femme qu'on avait recueilli à l'occasion du Grenelle sur les violences conjugales, et elle nous disait: ici je ne me suis pas sentie jugée, il y avait de l'écoute et même s'il n'y a pas eu de solution de suite, ça m'a soulagée. Quand on te dit ce qui est possible, tu te sens protégée, on ne décide pas pour nous, on est considéré. Donc bien sûr, il s'agira aussi de respecter le rythme de chaque femme, de respecter le rythme dans lequel elles vont pouvoir prendre des décisions. On va éviter le plus possible d'être dans des injonctions, en particulier dans les injonctions d'agir. Ce serait évidemment contre-productif. L'idée, ça va être vraiment de permettre aux femmes de reprendre la main sur leur vie, de leur permettre de repenser par elles-mêmes, parce que souvent elles ont été bien sûr privées de ça aussi, de leur permettre de retrouver leur liberté, qui bien souvent pendant des mois leur a été, l'auteur des violences les a privées de cette liberté, notamment quand les situations de contrôle coercitif vont s'installer. Pour vous citer encore une fois une femme qui nous parlait de cette privation de liberté, elle nous disait il m'a mis dans sa matrice. Donc voilà, on va devoir accompagner les femmes à se rétablir par rapport à ce type de situation-là. Et l'accompagnement auquel on tient à la PIAF, c'est bien sûr cet accompagnement individuel que je viens d'évoquer, mais ça va être aussi beaucoup l'accompagnement collectif, notamment à travers donc, des temps, des groupes de parole spécialisés, des groupes sur la parentalité, mais aussi de permettre aux femmes de se retrouver dans l'espace public. Donc on va leur proposer aussi un accompagnement par rapport à ça pour qu'elles puissent aussi identifier que ce qu'elles vivent, ça n'est pas le fait d'un individu pathologique par exemple, mais bien qu'elles se reconnaissent dans un phénomène systémique dont elles sont victimes, qu'on a déjà évoqué. Bien sûr, pour certaines d'entre elles, l'accompagnement va consister aussi dans un accompagnement juridique. Alors certaines femmes vont porter plainte. Un certain nombre de ces plaintes, malheureusement, vont être classées sans suite. Et puis certaines femmes ne vont pas porter plainte. À la PIAF,
parmi les femmes qu'on accompagne, il y en a à peu près 37% qui portent plainte, ce qui est un taux plus important que dans la population générale des femmes victimes de violences conjugales. Ça reste peu quand même. Ça reste peu, voilà. Même s'il y a eu une démarche, ça reste peu. Ça reste peu. Donc on aura aussi souvent à leur proposer un accompagnement pour qu'elles se rétablissent sans la justice. Ouais. Voilà, ça va correspondre à énormément de situations. Et sans la décision de justice, c'est pas beaucoup plus dur? Quand il n'y a pas quelque chose qui formalise, comment vous faites pour extraire, les aider dans tout ce processus quand il n'y a pas une décision de justice qui dit stop à l'homme violent? Alors justement, bon, ça va être beaucoup évidemment de l'accompagnement autour de leur protection. Et c'est là aussi où va entrer en jeu la question de l'hébergement, sur lequel on voulait quand même terminer, puisque bien sûr, pour beaucoup d'entre elles, elles vont avoir, comme on l'évoquait, à faire par exemple le 115, et on va les accompagner en urgence à faire le 115 pour une mise à l'abri, ou à solliciter la plateforme Haute-Garonne Solidarité pour les femmes avec les enfants de moins de 3 ans du conseil départemental. Donc on va devoir les accompagner dans ces démarches-là. Et pour nous, c'est très important de pouvoir maintenir des dispositifs de mise à l'abri qui vont être immédiats, inconditionnels, voilà, pour leur permettre aussi cette protection-là. Avec ou sans des décisions, donc. Voilà, c'est ça. Et donc pour terminer sur une parole de femme qui nous disait un peu son parcours, elle nous disait: tout ça, ça dure 1 an. Toi, il te faut au moins 1 an pour savoir qui tu es. Et en plus, il faut rajouter le problème financier, du logement. C'est que quand j'ai pu donner un cocon à ma fille, que je me suis autorisée à penser à moi. Donc c'était aussi, voilà, pour terminer pour relever sur cette idée que beaucoup de femmes, du fait de la sortie des violences, vont se retrouver dans une situation de grande précarité. Voilà, on l'a déjà dit, dans des hébergements d'urgence, voilà, où elles vont devoir, avec leurs enfants, faire face aussi à des difficultés économiques importantes. Merci. Doriane Gros, vous êtes à Femmes de Papier. Vous œuvrez au quotidien dans un secteur dont on parle un peu moins, enfin on en parle, mais c'est à Saint-Gaudens, et c'est une zone rurale où il y a des difficultés qui sont souvent plus importantes pour les femmes qui sont victimes de violences. Est-ce que vous pouvez nous dire les chemins de vie que vous rencontrez et les difficultés auxquelles elles sont confrontées en plus grand nombre? Oui, alors d'abord peut-être de préciser que l'association Femmes de Papier est aussi membre de la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui gère le 3919 effectivement. Et on propose un accompagnement également individuel et collectif aux femmes, en respectant bien entendu leur rythme et en veillant à l'autonomie de chacune. L'association fête ses 20 ans cette année. Ça fait 20 ans qu'elle est à Saint-Gaudens. D'ailleurs, on organise le 5 décembre prochain au conseil départemental antenne de Saint-Gaudens les 20 ans. Vous êtes toutes et tous conviés. On propose donc un accompagnement global, spécialisé et spécifique pour les femmes victimes de violences. Juste pour peut-être préciser, l'association, si elle s'appelle Femmes de Papier, souvent on nous pose la question, c'est parce qu'elle a été créée par une relieuse avec le but de rompre l'isolement des femmes en zone rurale. Et donc il a réalisé des ateliers aussi autour de l'écriture. En fait, très vite, dès la première année, en fait, elles se sont rendues compte que la thématique des violences conjugales arrivé au premier plan, et donc l'association s'est spécialisée très vite et a adhéré dès l'année suivante à la FNSF. Oui, effectivement, travailler en zone rurale, c'est donc forcément faire face aux spécificités de ces territoires-là, et notamment, peut-être en tout premier, faire connaître le 3919 et les associations spécialisées, parce que les études montrent qu'ils sont beaucoup moins connus et repérés en zone rurale qu'en grande ville. C'est d'ailleurs pas le seul facteur, évidemment, mais on sait malheureusement, vous avez dû entendre les chiffres, qu'un féminicide sur 2 a lieu en zone rurale, alors qu'on n'est que 30% de la population à y habiter. Et donc, faire connaître le 3919 et les associations spécialisées, c'est pour nous aussi un travail de communication, bien sûr, de formation des professionnels qui vont devenir aussi nos partenaires, du coup. Et puis un travail de sensibilisation, parce qu'on l'avait évoqué, mais les
les jeunes, notamment les 16-25 ans, sont particulièrement touchés par les victimes, par les violences conjugales. Et donc, grâce notamment au soutien du conseil départemental, de la délégation départementale aux droits des femmes et de la FNSF, on peut réaliser aussi un travail de prévention. Et ça, c'est important de le souligner. Vous avez fait cet après-midi. Que j'ai fait en partie cet après-midi, c'est vrai, dans les écoles. Merci. Il y a aussi les freins matériels économiques, parce que si les femmes en zone rurale, elles ne sont pas davantage victimes de chômage, elles sont par contre dans des métiers qui sont plus précaires et donc dans des métiers qui sont beaucoup moins rémunérateurs. L'agresseur va évidemment se servir en fait de ça pour d'autant plus isoler la victime. Là, face à ça, l'aide de la CAF, la VVC, est d'autant plus importante, j'ai envie de dire, en zone rurale. Et puis aussi, on fait face à des services publics peut-être moins implantés, et notamment autour de la santé. Alors qu'on sait que les conséquences sur la santé physique et psychique des femmes des violences conjugales sont très très importantes et que les agresseurs vont aussi se servir de ça en fait contre les victimes. Et on le voit notamment autour des addictions, mais pas que. L'impact des déserts médicaux est non négligeable. Et encore, c'est une double peine encore qui vient s'ajouter pour les femmes. Tout à fait. Voilà, déserts médicaux. Et ce qui veut dire que derrière, c'est forcément aussi moins de professionnels de santé formés à ces sujets-là, puisqu'il y en a moins de fait. Et face à ça, voilà, on développe aussi des formations à destination des professionnels de santé ou des temps de sensibilisation, parce que malheureusement, c'est aussi beaucoup le soir, une fois que leur journée de travail est terminée, notamment pour les pharmaciens, pharmaciennes et médecins généralistes. Et puis, il y a aussi l'interconnaissance qui est très important et qui va être un frein. Le fait que les médecins généralistes, justement, connaissent l'agresseur. Pareil parfois pour les préparatrices en pharmacie. Et évidemment, gendarmes et policiers. Et on remarque quand même, nous c'est plutôt récent sur le territoire, mais il y a la CELVIC, une cellule de gendarmes qui sont formés aux violences conjugales et qui est mobile, qui se déplace, ce qui vraiment est un levier important pour les femmes. On le remarque parce qu'on voit quand même qu'elles sont soulagées quand elles savent que ça va être des gendarmes qu'elles forcément ne connaissent pas, qui sont formés et qui se déplacent, quoi. Ensuite, on a, moi je ne vais pas faire tout le déroulé des spécificités en zone rurale, mais peut-être un dernier point quand même, c'est évidemment l'isolement via, en partie, mais pas que, les problèmes de mobilité. On sait qu'il y a moins de transports en commun en zone rurale, mais on sait aussi que le véhicule est souvent utilisé comme un moyen de contrôle par l'agresseur, en confisquant les clés, en vendant le véhicule ou en réalisant un contrôle kilométrique. Et face à ça, nous, par exemple, notre permanence sans rendez-vous, tous les jeudis matins, on a une permanence sans rendez-vous à l'association depuis le départ. Les permanences sans rendez-vous sont le jeudi matin, justement parce qu'il y a ces jours de marché à Saint-Gaudens. Voilà. Et donc, ça peut être aussi une raison évoquée par les femmes pour se déplacer. Et puis, c'est aussi, en fait, on s'est rendu compte que les partenaires, notamment, je pense à la MJC ou au centre d'addicto, mais pas que, vont proposer aussi aux femmes, quand ils savent qu'elles subissent des violences conjugales, proposer les rendez-vous les jeudis matins pour éventuellement les accompagner à la permanence. Si elles le souhaitent, bien entendu. Et quand même, et vous l'avez évoqué, mais on souligne l'importance effectivement des bons taxis pour lever ce frein-là. Juste être une précision, on a fait un petit bilan, on s'est rendu compte qu'en moyenne, un aller utilisé avec un bon taxi était de 39 km. Donc ça montre quand même, en fait, vous voyez l'amplitude l'éloignement géographique de ces femmes. Voilà. Je vous remercie. Monsieur Frémaux, je vais vous faire réagir à toutes ces interventions. On voit le travail de fond et de fourmi que mènent toutes les associations. C'est un point d'appui important, toutes ces associations et ce travail qu'elles font. Et elles aident au niveau de l'aide psychologique, effectivement, la prise en charge, l'accompagnement. Sans les associations, est-ce qu'on en serait là aujourd'hui ? Non, bien sûr que non. En fait, c'est l'étape la plus complexe, la plus difficile, la plus périlleuse, c'est la prise en charge de ces femmes qui font l'objet de violences,
violence conjugale ou violence intrafamiliale. J'insiste toujours sur ce point intrafamilial, c'est extrêmement important. Parce que l'objectif, évidemment, c'est de la prise en charge, entre guillemets, de la victime. Mais ce terme de victime, bien souvent, comment dire, a un caractère un petit peu stigmatisant. Il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui rejettent un petit peu cette appellation-là, dans la mesure, en fait, où la prise en charge, elle doit surtout avoir pour objet de restaurer l'individu. Voilà, c'est ça qui est important. Ce n'est pas les traiter comme des victimes, c'est le faire prendre conscience, c'est restaurer l'individu dans sa vie de femme, bien sûr, et souvent dans sa vie de mère, parce que c'est extrêmement important. Alors il faut savoir que c'est le plus compliqué, pourquoi ? Parce qu'elles sont